je commence les développements concernant les modes de gestion. Il y a toujours des personnes qui estiment toujours revenir devant le prof. Mais quand même, j'espère ne pas vous voir à la séance de l'année prochaine, Inch'Allah. D'accord. Donc, commençons les développements de cette séance réservée au mode de gestion des services publics. Comme vous le savez, vous avez tous une idée bien claire sur ce que c'est qu'un service public par rapport à l'intérêt général, les principes fondamentaux du service public. Maintenant, on va voir selon quel mode les services publics sont gérés. D'accord? Qui peut me rappeler la définition du service public? Qui peut me rappeler la définition la plus simple qu'on a? Donc, vous connaissez du service. C'est quoi un service public? Allez. Rafraîchissez-vous un petit peu la mémoire. Oui? Oui, mais c'est quoi au juste? Vous avez les personnes publiques. Mais c'est quoi au juste un service public? Je veux une définition. Oui. Ah, vous ne prenez pas les notes. Vous ne prenez pas notes, hein? Ça se voit. Si. Allez, répondez. C'est une activité? Oui? Je vais vous aider. C'est une activité? C'est une activité? Oui? Oui? La satisfaction? Oui, mademoiselle? Effectivement, assurée ou assumée par la connaissance par l'autorité publique. C'est ça en général, donc le service public. Donc, puisque c'est une activité qui vise la satisfaction de l'intérêt général, elle est soumise, cette activité, elle est soumise à une réglementation spécifique d'un côté. De l'autre côté, ces activités de service public sont gérées selon plusieurs modalités. Donc là, ça concerne un aspect très important de l'action administrative, c'est le choix du mode de gestion des services publics. Selon quel mode les services publics sont gérés? Ça, c'est une question fondamentale du droit des services publics, dans la mesure où elle est largement tributaire de la nature du service public en question et de l'évolution dans le temps et dans l'espace de l'exercice de cette activité de service public. Par rapport à la nature du service, on va voir qu'il y a une différence au niveau du mode de gestion des services publics entre les services publics ayant un caractère administratif, les SPA, et les services publics ayant un caractère industriel et commercial. Côté réglementation, il y a une différence fondamentale de taille. Côté aspect financier, au niveau de la gestion, etc. Donc, c'est des aspects qu'on va voir par rapport au mode de gestion des services publics. Et comme j'ai dit, cet aspect-là relève une importance capitale par rapport au droit des services publics. Donc, généralement, les services publics sont gérés selon deux grands modes, ou bien trois, si vous voulez. Donc, le premier mode, c'est le mode de gestion par la puissance publique. Comme on dit, une gestion publique des services publics. Le deuxième mode, c'est le mode de gestion par les personnes privées, ou bien ce qu'on appelle la gestion privée des services publics. Et il y a un mode à cheval entre les deux. Si vous voulez, c'est une gestion à cheval entre le public, le mode public et le mode privé. D'accord? Donc, ceci nous interpelle en droit administratif, les modes de gestion classiques, donc la gestion en régie directe ou régie autonome, et vous avez le mode de gestion en établissement public, et on va voir par la suite le mode de gestion privé des services publics. C'est un chapitre très important du droit administratif en général. Donc, on va commencer, bien sûr, je tiens à souligner une chose très importante, c'est que la différence entre les modes de gestion des services publics est largement tributaire
de la nature de l'activité offerte et de la nature du service public en lui-même, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça diffère largement par rapport à la nature, par rapport à l'activité et par rapport aux moyens financiers alloués. Donc vous avez la gestion en régie, en général. Vous avez ce qu'on appelle la concession de services publics, chose qui a été remplacée actuellement par un cadre juridique beaucoup plus clair, beaucoup plus explicite. Et vous avez donc le mode, ou bien ce qu'on appelle la nouvelle génération de modes de gestion, notamment dans le cadre des partenariats public-privé et la gestion donc, au niveau des collectivités territoriales à travers la création des établissements publics. Concernant la gestion des services publics en régie par une personne publique, ou bien ce qu'on appelle la gestion publique des services publics. Ça veut dire quoi? Une gestion publique d'un service public. Oui? C'est? Non, c'est pas ça. Non. Oui? Oui. Donc, une gestion publique d'un service public. Donc, d'abord, en se référant à l'élément organique, c'est une puissance publique, c'est une autorité publique, c'est une administration qui gère le service public, parce que c'est une personne morale de droit public. Deuxièmement, si on se réfère aux critères juridiques, critères matériels, c'est donc la nature des dispositions applicables au niveau de la gestion de ce service. C'est ça, la gestion publique d'un service public. D'accord? Donc, restons dans le cadre de la gestion publique d'un service public. Nous avons deux modes très importants et qui marquent toujours l'évolution de la gestion des services publics. Vous avez le mode de gestion en régie, d'accord? En arabe, on les appelle le wakalat, d'accord? Par exemple, la régie autonome de l'eau et de l'électricité, le wakala al-hadariya, le ma'ou al-kahraba, etc. Et vous avez le deuxième mode, un mode beaucoup plus privilégié, qui est toujours pris comme étant un mode très important en matière de gestion des services publics, notamment les services publics industriels et commerciaux. C'est le mode de gestion selon le modèle des établissements publics. D'accord? Donc, on va voir chaque mode de gestion à part. Commençons d'abord par le mode de gestion en régie. D'accord? Vous avez deux types de gestion en régie. Nous avons les régies simples, bien ce qu'on appelle les régies directes, et nous avons les régies autonomes. C'est quoi une régie simple? C'est quoi une régie autonome? On est toujours dans le cadre des modes de gestion administrative. C'est les modes classiques, si vous voulez. Parce qu'au Maroc, nous avons sillonné presque tous les modes de gestion des services publics existants et en fin de compte, on est arrivé à pas mal de solutions qu'on va voir par la suite pour permettre une meilleure gestion des services publics. Donc, nous avons la régie autonome et la régie directe et après, on va voir le mode de gestion à travers les établissements publics. C'est quoi la gestion en régie directe? La régie directe, donc, c'est un mode de gestion qui concerne essentiellement les services publics qui ont un caractère administratif. Et là, on peut dire que dans le cadre de la régie directe, la collectivité publique s'autogère, gère elle-même le service public et le service public dépend directement de la collectivité, entre guillemets, propriétaire du service public. Donc là, vous avez d'abord le premier critère, la première condition, c'est que la personne publique gère elle-même le service à travers ses moyens, ses propres moyens humains, financiers et matériels. Et là, on ne peut pas, on ne déniche pas cette séparation organique entre le service public et la puissance publique qui lui donne naissance, si vous voulez. Donc, ils sont intimement liés et le service public dépend de la personne publique. Donc, c'est une dépendance organique, une dépendance matérielle et une dépendance juridique et financière. C'est ça la régie directe. Donc, normalement, en matière de régie directe, la régie n'a pas de personnalité morale. Pourquoi? Parce que là, quand on parle de la personnalité morale, c'est le fait de créer une personne autonome, une personne juridique autonome,
et qui peut créer des situations juridiques, qui a un statut juridique propre et qui dispose d'une autonomie financière. Parce que qui dit personnalité morale, ceci implique directement une autonomie financière. Donc, en matière de régie directe, la personne morale n'a pas d'autonomie, n'a pas de personnalité, pardon, n'a pas d'autonomie ni financière ni juridique, et le service géré en régie directe, il est soumis directement à l'autorité de la personne publique. Donc, cette forme de régie directe, elle est tout à fait acceptable, conforme, applicable aux services publics administratifs de l'État et des collectivités territoriales. Donc là, vous pouvez imaginer tous les services publics administratifs, depuis l'administration centrale jusqu'aux services publics implantés au niveau territorial, donc, et qui sont soumis au mode de régie directe. Quelles sont les implications de ce mode de régie directe, de ce mode de gestion directe, ce mode de gestion publique d'un service public? D'abord, la première implication, c'est que ce procédé permet à la collectivité de conserver la maîtrise des décisions, parce que c'est elle qui décide. Et là, on accepte largement le mode de gestion directe pour les services publics régaliens, par exemple. Les services publics de la sécurité, de la police, les services publics administratifs, au niveau territorial, par exemple, les services publics administratifs de l'état civil, des légalisations. Donc, c'est des services publics qu'on ne peut pas concéder, dont la gestion n'est pas délégable, et l'autorité publique est appelée, il est tenu à gérer directement ces services publics. Deuxième implication, c'est que la gestion, elle est assurée sans intermédiaire, donc une gestion directe, et le contrôle se fait directement par la puissance publique sur le service public en question. Le financement se fait par l'État et non pas, ou bien la collectivité territoriale, et non pas un financement extérieur, ou bien dans le cadre de la gestion privée des services publics. Donc c'est ça les implications. Nous avons trois grandes caractéristiques qui caractérisent les services publics gérés selon le mode de la régie directe. Première caractéristique, c'est que d'abord, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ces services n'ont pas de personnalité morale. Ça, c'est la première caractéristique. Deuxième caractéristique, c'est la dépendance totale et la responsabilité directe de la personne publique, d'accord? Et les services publics n'ont pas d'autonomie. Ça résume en quelque sorte ce que j'ai dit tout à l'heure concernant les implications des services publics. À côté de la régie directe, nous avons ce qu'on appelle la régie autonome. Et le système de régie autonome est créé au Maroc pour faciliter, pour permettre aux collectivités, surtout aux collectivités locales, de gérer les services publics marchands selon un mode de gestion beaucoup plus modernisé. Un mode de gestion qui permet l'autonomie de l'organe qui gère le service public et qui lui donne une sorte d'autonomie, surtout l'autonomie financière. Donc là, les régies autonomes, on en parle toujours. Vous avez un ensemble de collectivités qui sont gérées par le mode de gestion dans le cadre de la gestion des services publics marchands, l'eau, l'électricité, l'assainissement, etc. Mais dans les grandes villes, on est passé de mode de gestion en régie autonome vers le mode de gestion délégué des services publics. Donc nous avons un décret de 1964 qui réglemente ce domaine des régies autonomes et qui dispose en substance que pour assurer l'exécution d'un service public à caractère industriel et commercial, les services publics marchands, les conseils communaux, donc c'est un article de ce décret qui date de 1964, mais qui est toujours en vigueur, et c'est lui qui réglemente le cadre juridique et institutionnel des régies autonomes. Donc, ces régies, normalement, sont créées par décision du Conseil des collectivités locales pour la gestion des services publics industriels et commerciaux.
Cette régie est dotée de la personnalité civile. Bien sûr, là, on ne parle pas de la personnalité morale, on parle de la personnalité civile et de l'autonomie financière. C'est le plus important. C'est au niveau des décisions, des délibérations du conseil communal que le montant et la nature des dotations initiales faites par le conseil au profit de la régie, les modes de gestion, etc. Et nous avons tout un ensemble de dispositions dans le cadre de ces décrets qui réglementent le fonctionnement, l'organisation et les missions des régies autonomes en matière de gestion des services publics. Troisième mode de gestion, là on est toujours dans le cadre de la gestion des services publics, que ce soit administratif ou bien les services publics industriels ou commerciaux. Troisième mode de gestion, c'est la gestion par un établissement public. Et là, l'établissement public, c'est un procédé juridique institutionnel largement développé dans l'histoire de la gestion des services publics au Maroc. Et actuellement, on parie beaucoup plus sur les établissements publics dans l'activité économique de l'État marocain. Et nous avons donc une évolution même du cadre juridique qui réglemente les établissements publics au Maroc. Donc, le mode de gestion par établissement public, ça concerne et les services publics administratifs et les services publics industriels et commerciaux. Donc, si on veut définir l'établissement public, on a déjà, je crois, évoqué la question en premier. Vous aviez un chapitre au niveau du deuxième semestre, le semestre sur l'organisation réservée aux établissements publics. Donc, succinctement, si on veut définir l'établissement public, c'est une personne morale de droit public créée soit par l'État, d'accord, soit par une collectivité territoriale. Donc, la création de l'établissement public se fait au niveau des services publics nationaux par l'État et au niveau des services publics territoriaux par les collectivités territoriales. On va voir que la loi, les trois lois organiques, ce qu'on appelle les lois de décentralisation de 2015, ont incité les collectivités territoriales à créer des établissements publics. On va voir plus tard quels sont, dans quel domaine, quelle est la nature de ces établissements publics. Donc, un établissement public, c'est quoi au juste? C'est un établissement, c'est une structure qui peut revêtir un caractère purement administratif ou bien un établissement qui gère un secteur économique, un secteur industriel ou autre prestataire de services et qui est soumis à une réglementation du droit public. Donc, c'est une personne morale de droit public. Quand on parle des trois personnes morales de droit public, c'est l'État, les établissements publics et les collectivités territoriales. Donc, les établissements publics, c'est des personnes morales de droit public, créées soit par l'État, soit par les collectivités territoriales. Donc, le recours à ce procédé d'établissement public peut être nécessaire pour la gestion, comme j'ai dit, soit d'un service public administratif, comme par exemple, vous avez pas mal de services publics qui ont un caractère administratif, vous avez les universités, les hôpitaux, etc. Ou bien la gestion d'un SPIC, un service public industriel et commercial, que ce soit dans le cadre du transport ou bien dans le cadre des télécommunications, dans le cadre des services, etc. Donc vous avez un rapport publié dernièrement en 2016 par la Cour des comptes marocaine où elle recense vraiment le nombre des services des établissements publics qui sont très influents dans l'économie nationale. On va voir ça tout à l'heure, et donc leur degré d'intégration dans le tissu économique au Maroc. Donc, l'établissement public côté organique, côté structure et organisation, se distingue de la collectivité territoriale ou bien de l'État. Là, on suppose que l'État, qui est une personne morale de droit public, ou la collectivité territoriale, va donner naissance à une autre personne morale de droit public tout à fait distincte de lui, si on parle de l'État, d'accord? Et cette personne morale de droit public aura sa propre personnalité morale, aura son autonomie financière, son système de gestion et un personnel avec une mission, etc. Donc c'est tout un mode d'organisation qui diffère
de l'État ou de la collectivité, mais avec une mission spéciale. D'accord? Donc, on intègre toujours, quand on parle des établissements publics, on les intègre en droit administratif dans le cadre de la décentralisation technique ou la décentralisation par service. Fonctionnel, très bien. Donc, technique, fonctionnelle ou par service, dans la mesure où elles sont implantées dans le cadre d'une décentralisation organique et elles ont une mission spécifique. Généralement, donc, et différemment à la collectivité territoriale, comme on dit, la collectivité territoriale dispose d'une compétence générale. Là, l'établissement public dispose d'une compétence spéciale, ou bien ce qu'on appelle la compétence d'attribution. Ça veut dire qu'il agit dans des domaines spécifiques. Par exemple, en matière de télécommunications, vous avez l'établissement public qui agit dans ce sens. Et les missions sont bien arrêtées dans le cadre d'une réglementation spécifique. En matière de transport, l'ONCF, par exemple, c'est un établissement public qui agit dans un domaine spécifique et qui est appelé à respecter les principes du service public, notamment l'égalité, l'adaptabilité, la modernisation de la qualité, ou bien la qualité du service public, la continuité du service public, etc. Donc, même si c'est des établissements publics qui agissent dans le domaine marchand, ils sont soumis au principe du service public parce qu'ils gèrent un service public. On va voir par la suite que les lois du service public dont on a parlé la séance dernière conditionnent largement l'intervention de tous les acteurs qui agissent dans le cadre de la gestion des services publics, que ce soit les acteurs publics, semi-publics ou même les acteurs privés. Donc, selon le rapport dont j'ai parlé tout à l'heure de la Cour des comptes, publié en 2016, donc à la fin de 2015, le portefeuille public se compose en matière d'établissements publics. Nous avons 212 établissements publics. Et là, 212 établissements publics dans les deux côtés administratifs et industriels et commerciaux, les SPA et les SPIC. Nous avons 44 sociétés à participation directe de l'État et 442 filiales et participations publiques. Donc là, on voit l'importance. Bien sûr, dans ce rapport, si vous donnez un peu de temps pour lire ce rapport très important parce qu'il donne une idée claire de la place des établissements publics dans le tissu économique national, surtout dans le cadre de l'action publique, l'action économique de l'État. Parce que l'État agit à travers les établissements publics et les entreprises publiques. D'accord? Donc, ces structures-là sont très importantes et permettent à l'État d'intervenir. Oui. Une entreprise publique agit essentiellement dans le domaine économique et le domaine économique industriel. D'accord? Alors qu'un établissement public peut revêtir deux caractères, soit un caractère essentiellement administratif, ou bien un établissement qui agit dans le domaine social, comme les hôpitaux, les écoles, les universités, etc., ou bien un caractère industriel et commercial. Il peut se convertir en entreprise publique selon la nature de l'activité. D'accord? Donc là, on va voir après donc, les traits qui caractérisent le secteur des établissements et des entreprises publiques. Donc concernant ce secteur-là, qui est un secteur en évolution constante, comme j'ai dit tout à l'heure, et se caractérise d'abord par une grande diversité des organismes qui le composent. Et là, parfois, ça peut prêter à confusion. Comme ce que vous avez dit tout à l'heure, quelle est la différence entre une entreprise et un établissement. Mais du moment où l'établissement agit dans un domaine marchand, donc là, on peut le confondre par rapport à une entreprise. Ça dépend de... Oui, ça se rapproche, oui, ça prête à confusion, c'est vrai, parce que ça dépend de la nature. Difficile de faire la distinction côté d'un point de vue doctrinal, oui. Non, oui, effectivement, parce que là, la dénomination est très importante, parce que quand on dit par exemple que l'ONCF c'est un établissement public,
d'accord? C'est au niveau de son statut, il dispose de la personnalité morale. Mais ceci ne nie pas l'existence ou bien l'intégration des acteurs économiques privés dans la gestion de ce service public-là. Donc là, c'est un système qui permet à la puissance publique d'agir selon un mode de gestion largement modernisé et qui ne reste pas cloisonné dans ce système de gestion bureaucratique, administrative, etc., vu la nature de l'activité elle-même. C'est une activité qui vise le marché, qui est assujettie à la concurrence, etc. Elle doit donc être soumise aux lois du marché. Donc d'abord, nous avons une diversité au niveau des statuts juridiques, d'accord, une diversité au niveau donc de la participation au capital, parce qu'en matière de capital, vous avez le capital public et le capital privé. Et vous avez donc une présence dans différents secteurs d'activité, au niveau du transport, au niveau de l'énergie, etc., au niveau des communications, etc. Vous avez donc tout un ensemble de domaines où les établissements publics sont présents. Et la différence aussi, on la ressent par rapport à la dépendance de l'établissement public au budget de l'État. Donc, et là, c'est là où on fait la distinction, par exemple, entre les SPIC et les SPA. Parce que les SPA, c'est des établissements publics administratifs qui sont donc dépendants, je ne dis pas totalement à 100%, mais en grande partie dépendants du budget de l'État. Parce que c'est des établissements, des services qui ne sont pas générateurs de revenus. Par exemple, l'hôpital, l'université. Donc, on ne cherche pas le revenu. C'est pour cela que le budget, dépend essentiellement de la puissance publique, ainsi que la taille et la nature de l'activité exercée. Donc, nous avons un ensemble de critères qui permettent de faire la distinction entre les différents types d'établissements publics. Deuxième critère, c'est que c'est un secteur objet de réformes successives et qui a permis donc l'amélioration de la gouvernance des établissements publics. Bien sûr, dans le cadre du rapport de la Cour des comptes marocaine, donc la Cour n'est pas satisfaite des résultats parce qu'il y a une poignée d'établissements publics qui sont bénéfiques pour le budget de l'État, mais les autres établissements publics, il y a certains établissements publics qui sont submergés par des problèmes financiers, problèmes de gestion. Il y a d'autres, des établissements publics émergents, donc ils cherchent à se positionner par rapport au tissu économique. Mais généralement, je dis que c'est un procédé privilégié par l'État et par les collectivités locales, lui permettant d'intervenir dans la gestion économique des secteurs de l'économie nationale. Donc là, on a senti à travers... Oui, et les entreprises publiques, parce que là, le rapport concerne les deux, d'accord, dans la mesure où c'est deux modes de gestion, deux modes d'intervention de l'État dans la gestion des services publics en général, soit les SPIC ou bien les SPA. Ce qui marque l'importance du cadre juridique dans son évolution par rapport à la modernisation de la prestation de services publics et la qualité de gestion, c'est le recours à la contractualisation en matière de gestion des services publics. Là, je ne parle pas des contrats conclus entre les personnes publiques et le secteur privé, mais je parle de la contractualisation publique de la gestion des services publics. Donc, cette contractualisation, ça veut dire quoi? Si on veut définir la contractualisation de la gestion publique en général, qui a une idée? Oui? Oui, le recours au contrat administratif, c'est vrai. Parce que normalement, quand on parle de contrat administratif, généralement, on songe au contrat conclu entre l'État, entre une puissance publique, entre une administration et voilà, de l'autre côté, vous avez dans le cadre, par exemple, des marchés publics, un entrepreneur ou une entreprise, ou bien avec un acteur donc économique privé, donc une entreprise, etc. Mais là, dans le cadre de la modernisation de la gestion publique, on parle beaucoup plus de la contractualisation
public, ça veut dire la contractualisation entre l'État et les établissements publics. Ça veut dire que les missions, les relations entre l'État, ou bien entre les puissances publiques créatrices, donc les autorités publiques, soit l'État ou les collectivités locales, sont soumises beaucoup plus aux contrats qu'aux normes. Oui, vous avez raison, là, c'est très bien, donc ça m'a interpellé un petit peu ce qu'on a vu concernant les relations, les compétences que l'État va transférer aux collectivités territoriales, donc ça se fait dans le cadre de contrats, la contractualisation. Pourquoi le contrat? Parce que là, on rétrécit l'usage ou bien le recours. Un téléphone qui sonne. Vous aurez dû couper le son. Donc je disais que on essaie à travers la contractualisation de réduire le recours de l'État aux normes, les lois, les décrets, les réglementations, etc. Et on a choisi le procédé contractuel parce que là, le procédé contractuel soumet les acteurs, soumet Ils disaient quoi? Hein? Non, c'est à toi de me rappeler. Oh non, d'accord. Parce que là, on privilégie beaucoup plus la négociation contractuelle que la soumission aux dispositions réglementaires qui sont connues par une sorte de rigidité, etc. Donc, l'État, avec les établissements publics, essaye de négocier dans un cadre contractuel la nature de leurs relations, les missions de chaque partie, les obligations, les droits, etc. Oui, effectivement. Donc là, quand on parle de contrat, on parle de partage de responsabilités, d'obligations, et on négocie à titre égal. L'établissement public négocie avec l'État à titre égal. Là, je tiens à souligner donc, une question très importante, c'est que la question de la contractualisation actuellement, elle est au cœur de l'action publique au Maroc comme ailleurs, dans la mesure où on tend beaucoup plus vers plus de contrats que de lois, que de règlements, et c'est un procédé qui a donné ses fruits dans la mesure où on arrête dans le contrat les engagements mutuels de chaque partie. Et chaque personne publique, que ce soit établissement ou bien État, est appelée à respecter ses engagements. On arrête bien les objectifs, les moyens, et ça permet à la personne publique d'agir de façon donc, plus efficace. Donc là, nous avons un système de modélisation bien connu au Maroc qui permet à l'État, par exemple, si on prend le cas des établissements publics, il y a un modèle de contrat qui est élaboré par le ministère des Finances et qui permet donc aux établissements publics et donc au ministère de négocier selon un modèle bien déterminé. Donc là, c'est ce recours à la contractualisation, il a donné ses fruits dans le cadre de la modernisation, la simplification des procédures et de relations entre l'État et les établissements publics. Nous avons aussi une sorte de rationalisation dans la gestion des établissements publics et des entreprises publiques, notamment par le renforcement du contrôle interne, ce qu'on appelle l'audit interne. Et bien sûr, là, le rapport insiste beaucoup sur cette évolution considérable dans la mesure où il a permis une sorte de modernisation, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le cadre de la gestion des établissements publics et des entreprises publiques. Vous avez là un élément aussi, un indicateur très important en matière d'évolution du recours de l'État aux établissements publics et aux entreprises publiques, parce que l'État il est très présent. C'est un État qui s'implique dans l'économie nationale et qui s'implique aussi dans la gestion des services publics nationaux à travers des collectivités territoriales et services publics territoriaux de façon considérable. Donc là, on trouve que les établissements publics et les entreprises sont présents de façon considérable dans la majorité des secteurs d'activité économique.
Ce sont des initiateurs de plusieurs projets structurants au Maroc. Donc, les investissements réalisés par ces structures ont permis à notre pays, dans le cadre de son activité économique, de se doter d'une infrastructure considérable, mais ça reste toujours en deçà des aspirations en matière de qualité de services publics, en matière d'accessibilité aux services publics et en matière de territorialisation aussi des services publics, parce que le plus important, c'est ne pas chercher la concentration des services publics de qualité et dans des parties déterminées et la marginalisation. C'est pour cela que le Maroc parie beaucoup sur la régionalisation avancée pour permettre donc une sorte de généralisation des prestations allouées en matière de services publics. Donc, les stratégies sectorielles aussi qui sont engagées par l'État sont prises en charge par les établissements publics. Et là, vous voyez que c'est un réseau dense d'établissements qui couvre presque le territoire national et qui couvre les principales activités économiques, que ce soit en matière d'infrastructure, en matière de pêche, en matière d'agriculture, en matière de tourisme, d'industrie. Donc là, vous voyez que c'est un procédé très évolutif en matière de gestion des services publics. Ceci a permis une sorte de performance économique et financière de ce secteur des établissements publics et des entreprises publiques. Et là, selon la Cour des comptes nationale, vous avez le groupe, par exemple, le groupe l'OCP, d'accord, et l'ONE, la RAM aussi, donc la CDG, c'est des établissements publics qui vraiment qui ont contribué de façon considérable à. Donc, si on prend la période de 2010 jusqu'à 2014, donc une moyenne à hauteur de 63, vous avez les chiffres devant vous, 63% de l'effort d'investissement, 57% du chiffre d'affaires, etc. C'est juste quelques indicateurs pour justifier le pourquoi du recours de l'État à ce procédé de service public, donc, et le rôle d'établissements et d'entreprises publiques et le rôle dans le tissu économique national. Je vous renvoie au rapport intégral. Il est facilement téléchargeable à travers l'internet. Vous trouverez le rapport où il y a, oui. Il faut juste composer sur Google rapport Cour des comptes 2016 sur les établissements publics, rapport Cour des comptes 2016 sur les établissements publics, et là vous trouverez tout le rapport détaillé sur les activités des services publics, des établissements publics, pardon. Concernant les SPA, donc ça pose pas de problème, comme on a dit tout à l'heure. Les services publics, par la nature de leur activité, de leur organisation, etc., sont largement dépendants de l'État. C'est pas des services publics donc générateurs productifs, c'est des services publics, si on veut dire, de consommation qui visent la satisfaction des besoins sociaux de la population. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire généralement concernant les établissements publics au niveau national. Qu'en est-il des établissements publics créés par les collectivités territoriales? Donc là, je tiens à souligner que les collectivités territoriales, selon les dispositions de la loi, sont habilitées à créer des établissements publics. C'est ce qu'on appelle les établissements publics communaux, ou bien les établissements publics de coopération, comme vous voulez, et ça entre dans le cadre de ce qu'on appelle généralement en droit administratif interne l'intercommunalité. D'accord? L'intercommunalité, c'est un moyen, c'est un procédé qui permet aux collectivités territoriales de mutualiser leurs efforts, de se regrouper selon donc des formes institutionnelles ou même conventionnelles pour la réalisation d'un ou de plusieurs objectifs, ou bien la réalisation d'un ou de plusieurs missions ou compétences, ou même un seul projet. On peut se regrouper au sein d'un groupement pour réaliser un projet déterminé, ou bien pour gérer un ou plusieurs services. C'est ça l'intercommunalité en général. C'est sortir, aller au-delà des compétences, des moyens propres à chaque
collectivité sortir de l'individualisme en matière de gestion vers une gestion collective des services publics. Bien sûr, là, nous avons des éléments fondamentaux à respecter. D'abord, le premier élément, c'est le voisinage territorial. D'accord? Il doit y avoir des collectivités qui sont voisines, donc l'élément territorial il est fondamental, et donc une sorte de structure institutionnelle administrative précise, parce que là, quand on parle de l'établissement public, ça veut dire quoi? La création d'un établissement public par une collectivité territoriale, par plusieurs, collectivités territoriales, c'est le fait de donner naissance à une institution tout à fait autonome. Des membres qui ont bien des collectivités qui l'ont créée. D'accord? Donc, une collectivité, un établissement avec donc une organisation avec des moyens financiers, matériels, humains distincts de ceux des collectivités territoriales, avec des compétences aussi propres à l'établissement. Donc, revenons aux lois organiques. Je ne vais pas donc remonter un petit peu dans l'histoire en matière d'intercommunalité. Je vais interpeller juste quelques dispositions concernant la loi 111-14 concernant l'organisation communale de 2015, donc là où elle prévoit que les collectivités territoriales peuvent constituer ce qu'on appelle des établissements publics de coopération. Ça concerne en général toutes les collectivités. Concernant les communes sont aussi, selon les dispositions de l'article 133 de la loi 111-14, prévoit qu'il peut être constitué entre des communes liées territorialement. Là, je vous ai parlé de l'élément territorial qui est fondamental pour la constitution d'un établissement public. Donc, à leur initiative, des établissements de coopération intercommunale. Que va faire donc quel est le rôle qu'on peut attribuer à ces établissements de coopération intercommunale? Donc, les établissements de coopération intercommunale, c'est des établissements qui auront essentiellement pour objet de gérer des services publics communaux, mais dont la gestion dépasse largement les capacités d'une seule collectivité. C'est presque la même formule des groupements déjà existants et qui sont aussi prévus par les lois organiques. Donc, on a essayé à travers cette formule de diversifier, de renforcer le mode de coopération institutionnelle des collectivités territoriales. Parce que là, qui parle de collectivités, de coopération entre les collectivités, nous avons dit deux principaux modes. Nous avons le mode de coopération conventionnelle. D'accord? Ça veut dire quoi, le mode de coopération conventionnelle? Ça veut dire tout simplement la possibilité pour les collectivités territoriales de créer des conventions avec des objectifs bien déterminés pour réaliser tel ou tel objectif. Donc, c'est ce qu'on appelle les conventions de coopération. Donc, c'est un mode de coopération conventionnelle. Mais nous avons l'autre mode qui nous concerne par rapport aux établissements publics des collectivités territoriales, ou bien les établissements publics intercommunaux, c'est le mode de coopération institutionnelle. D'accord? Donc, nous avons deux modes de coopération. Le premier, il est conventionnel. Le deuxième, il est institutionnel. La différence entre les deux. Quelle est la différence entre les deux modes de coopération? Qui peut m'expliquer la différence? La première, elle est conventionnelle, ça veut dire la possibilité pour les collectivités de signer des conventions de coopération pour des domaines bien déterminés, bien sûr dans le cadre de leurs compétences. Et le deuxième, ça va au-delà de la simple convention. Le deuxième, la coopération institutionnelle, va donner naissance à un organisme tout à fait distinct, à une personne morale de droit public, à une nouvelle personne morale de droit public, distincte des collectivités territoriales, mais à l'initiative, bien sûr, sur délibération des conseils des personnes membres à l'établissement. Donc là, cet établissement public, c'est un organisme. Côté institutionnel, c'est un établissement avec un président, avec un bureau, avec donc un personnel, avec
des moyens financiers, etc., juridiquement, il a des attributions, il est assujetti aux normes spécifiques. Donc là, vous voyez qu'il y a une différence de taille. Actuellement, le législateur privilégie beaucoup plus le recours aux partenariats institutionnels que les partenariats conventionnels, mais donc il a gardé aussi, il a donné le choix aux collectivités d'opter pour telle ou telle possibilité. Donc là, ça concerne les établissements publics créés par les collectivités territoriales. Donc quels sont les domaines, avant de passer au partenariat, quels sont les domaines concernés? Je parle toujours de la gestion des services publics des services publics territoriaux. Selon vous, quels sont les domaines qui sont concernés par les établissements publics intercommunaux? Quels sont les domaines qui peuvent être gérés par les établissements publics intercommunaux? Qui peut me rappeler les services publics communaux? On a déjà vu ça en deuxième semestre. Hein? Vous vous rappelez? Donnez-moi une petite récapitulation. Oui? Communal. Les services publics communaux. On a déjà vu la liste. D'accord? Il y avait une liste. Oui? Oui? L'éclairage, l'assainissement, le transport, oui. Oui, oui. Non, j'insiste. Oui, très bien, oui. Oui. Mademoiselle, oui. Oui. Les marchés de gros. Oui, les marchés hebdomadaires, quoi d'autre? Je parle des services publics communaux. Non, là, je parle des services publics communaux qui ont un caractère marchand, d'accord? Les abattoirs, les marchés de gros, les gares routières, très bien. Là, vous commencez à vous rappeler. Donc, il y a des services publics, écoutez, il y a des services publics communaux, normalement, dont la gestion nécessite le dépassement des frontières territoriales d'une commune. Si on prend le cas, par exemple, de transport intercommunal, ou bien les décharges publiques. Donc, pour que ces services publics-là soient gérés de façon satisfaisante et ils peuvent couvrir toutes les communes intéressées, là, on songe à la création soit d'un établissement public ou bien d'un groupement intercommunal, etc. Donc, c'est des modes qui permettent aux collectivités territoriales de mutualiser les efforts et de renforcer leurs moyens dans le cadre de la gestion de ces services publics et dans le but ultime d'une meilleure satisfaction des besoins des populations. Donc là, je ne vais pas trop m'attarder parce que nous avons pas mal de développements qui nous attendent concernant la gestion des services publics. Maintenant, on va passer jusque-là, on a vu, en bref, de façon trop superficielle, les modes de gestion des services publics, les modes de gestion publique, si on veut dire des services publics, que ce soit administratifs ou les services publics industriels et commerciaux. Maintenant, on va voir donc l'autre revers, l'autre aspect de la gestion des services publics au Maroc, c'est le mode le plus actuellement répandu. Les personnes publiques font toujours recours à ce mode de gestion. C'est ce qu'on appelle la gestion privée des services publics ou bien la gestion des services publics par des personnes privées ou ce qu'on appelle actuellement communément les 3 P, le partenariat public-privé. On dit les 3 P, partenariat public-privé. Donc, pourquoi fait-on recours à ce mode de gestion privée des services publics?
D'abord parce qu'on a des objectifs à réaliser dans la mesure où la gestion privée des services publics permet, comme vous voyez, donc l'accroissement des financements, parce que là, il n'y a pas seulement le financement public, mais il y a aussi le financement privé. D'accord? On intègre le secteur privé dans le financement de la gestion des services publics. Parce que le secteur privé, c'est un secteur beaucoup plus développé dans la gestion de pas mal de services publics. Si on prend le cas du transport urbain, le transport collectif, en 1994, le Conseil de la ville de Casablanca a fait recours à la concession pour la gestion de ce domaine, de ce service public épineux, à un moment où il se trouvait dans l'incapacité de gérer le service public. Donc, il a fait appel à l'expertise d'abord privée et aussi au capital privé pour la gestion de ce service public. C'est ce qui a donné naissance au premier contrat de concession au Maroc, donc dans la gestion des services publics communaux, bien ce qu'on appelle les services publics urbains. Donc là, nous avons un capital privé, une expertise privée, et par là, on va voir que ça va se répercuter sur le cadre juridique, qui va être largement influencé par le droit privé aussi. Et vous avez donc un système qui permet l'accélération des rythmes dans le cadre de la gestion des services publics. Et par la suite, la finalité, c'est quoi? C'est l'amélioration de la qualité du service public. C'est l'incarnation même du troisième principe, de la troisième loi, l'adaptabilité. Très bien. Donc c'est le principe d'adaptabilité, c'est que le service public doit s'adapter. D'accord, en qualité et en quantité par rapport à l'évolution de la demande sociale et des besoins de la collectivité. Donc, nous avons des principes qui régissent les partenariats publics-privés généralement en matière de gestion de services publics. D'abord, l'amélioration de la qualité. Nous avons l'exigibilité des résultats, ce qu'on appelle la gestion axée sur les résultats. Donc, on ne parle plus de la gestion, mais on vise les résultats. C'est le plus important. Et la préservation aussi de l'intérêt général dans la mesure où on est en présence, même si c'est une personne privée qui va gérer le service public, le plus important c'est que cette personne privée, elle est soumise aux lois du service public. D'accord? La continuité, l'adaptabilité et l'égalité aussi. Donc, et vous avez aussi un élément très important qui a permis l'évolution même de la gestion, l'importance de la gestion des services publics marchands au niveau des grandes villes, c'est la concurrence, la soumission de la gestion des services publics aux règles de la concurrence, aux règles du marché. Mais quand même, on ne laisse pas l'usager perdu dans cette foule de concurrence. L'État est appelé, la puissance publique, surtout la collectivité territoriale, à travers le contrôle prévu dans le contrat, et l'État, à travers donc la supervision au niveau national, est appelé à maintenir l'équilibre entre la concurrence et l'intérêt général. Et le citoyen doit être donc protégé contre cette concurrence acharnée du marché. C'est pour cela qu'on trouve que l'État intervient dans la réglementation, par exemple, en matière tarifaire ou bien en matière de contrôle, d'évaluation, etc. Donc là, c'est un élément très important où le public et le privé se trouvent obligés de coexister, se trouvent obligés de maintenir des relations d'équilibre entre la quête de profit, qui est le but ultime du secteur privé, et l'intérêt général, qui est le but aussi principal du service public. Donc, c'est ça l'équation que cherchent à résoudre toujours les collectivités publiques à travers le recours au secteur privé. Donc, on cherche la qualité, mais en contrepartie, on doit maintenir donc les principes fondamentaux des services publics. Quels sont les domaines qui sont soumis au partenariat? Donc, ça, c'est quelques dispositions générales, quelques idées de façon générale concernant le partenariat. On va voir de façon beaucoup plus précise donc les modalités de recours à ce partenariat au niveau de la gestion des services publics communaux.
Donc nous avons l'État et les établissements publics qui font recours au partenariat parce qu'un établissement public qui gère un service public peut conclure des contrats administratifs entre lui et le secteur privé. Donc rien ne nie le fait que l'établissement public peut faire recours parce que c'est une personne morale de droit public. Les collectivités territoriales aussi ont le droit de faire recours au mode de gestion privée des services publics. Et là, nous avons tout un ensemble de domaines qui permettent aux collectivités publiques de soumettre la gestion au capital privé et donc au secteur privé. Donc là, je vous renvoie tout simplement à la liste des services publics communaux parce que la plupart de ces services ont un caractère industriel et commercial, c'est des services publics marchands, d'accord, et qui sont soumis à cette règle, à cette loi de 3P, la loi des 3P, ou bien la loi du partenariat public-privé. On va voir, oui. Oui, les services marchands, les services de proximité, même les services administratifs ont un caractère de proximité. Services administratifs. Donc là, on parle beaucoup plus en matière de partenariat public-privé, on parle des services marchands. D'accord ? Les services publics administratifs ne sont pas payants. Légalisation, état civil, etc. Même si vous payez le timbre, c'est l'argent, c'est insignifiant. D'accord, par rapport à un service public marchand. Le recours à ce partenariat, il est soumis à une réglementation spécifique, une réglementation très importante dans la mesure où ça touche les services publics des collectivités territoriales et comme vous savez, nous avons les lois organiques qui réglementent donc les attributions des collectivités territoriales et nous avons de l'autre côté, en matière, je spécifie essentiellement les services publics locaux, d'accord. Nous avons la loi de 2006, la loi numéro 5405 de 2006 sur la gestion déléguée des services publics. Donc, cette loi est très importante dans la mesure où elle réglemente les modalités de conclusion de contrats administratifs ou contrats de gestion délégués entre la collectivité territoriale ou bien l'établissement public et les opérateurs privés ou publics. Mais généralement, les contrats de gestion délégués sont conclus entre les collectivités territoriales et les opérateurs, les entreprises privées. C'est ça la règle, parce que là, on cherche la privatisation de la gestion d'un service public et ne pas laisser cette gestion largement monopolisée par la puissance publique. Donc, c'est quoi ça veut dire quoi la privatisation de la gestion d'un service public? Parce que là, ça a une signification et des implications. C'est quoi privatiser la gestion d'un service public? Très bien. Déléguer la gestion, voilà. Parce qu'on n'est pas censé tomber dans des confusions. On ne vend pas le service public à travers ce système de délégation. On délègue seulement la gestion. C'est ça. Donc, vous rappelez la définition qu'on a déjà de René Chappé du service public, une activité d'intérêt général assurée ou assumée par l'État. Donc là, la collectivité territoriale, la collectivité délègue la gestion du service public et elle garde la propriété, parce que là on ne parle pas de privatisation d'un service public, parce que les services publics ne sont pas privatisables. On ne vend pas les services publics. On peut vendre une entreprise publique, comme ça c'était le cas pendant les années 80 et 90 quand le Maroc a procédé à la privatisation de certaines entreprises publiques, mais là pour le service public ça reste toujours la propriété de la collectivité publique. Ceci, ce que je dis, est très important dans la mesure où ça va avoir des répercussions dans le cadre même des implications contractuelles.
parce que l'État, dans le cadre de la puissance publique, dans le cadre du contrat de gestion délégué, il est tenu, en cas de problème, vous vous rappelez la théorie, effectivement, la théorie de l'imprévision, vous vous rappelez? Donc, il est tenu d'assurer, d'intervenir pour assurer la continuité du service public. Tout ça, on va le voir de façon beaucoup plus précise quand on va traiter les différents types de contrats administratifs. Donc, la gestion déléguée selon les termes de la loi de 2006 sur la gestion déléguée des services publics locaux est définie comme étant un contrat par lequel une personne morale, d'accord, de droit public, délègue la gestion, et là, ça concerne essentiellement une collectivité territoriale, parce que la gestion déléguée concerne la délégation des services publics des collectivités territoriales ou un établissement public. On va voir de l'autre côté que nous avons la dernière génération des contrats de partenariat public-privé. Les contrats sont nommés les contrats de partenariat selon les termes de la loi de 2014. On va voir par la suite ces types de contrats qui concernent les contrats conclus par l'État et non pas par les collectivités territoriales. Donc, par la suite, on va voir les détails de ce contrat de gestion déléguée. Donc, ils sont soumis à des règles de la concurrence, l'appel d'offres, etc. et le contrôle. Concernant, on va s'arrêter un petit peu sur le cas de la gestion déléguée. Pourquoi? Parce que là, d'abord, c'est un mode qui a remplacé celui de la concession, les contrats de concession qui ont existé avant même la loi de 2006 et qui ont permis aux collectivités territoriales de privatiser la gestion de pas mal de services à travers le procédé contractuel. D'accord? Quels sont les services publics que vous connaissez et qui sont délégués au secteur privé? Donne-moi des exemples. Oui, l'assainissement. Oui. L'assainissement, le transport collectif, c'est ça? Quoi d'autre? Si on prend le cas de la commune de Casablanca. Oui. La propreté, l'hygiène. Oui. Collecte des déchets, des charges. Quoi d'autre? Les abattoirs. Hein? Mais il faut faire attention parce que au niveau des modes de gestion des services publics, il y a plusieurs. Je parle de la gestion privée des services publics. Nous avons le mode de gestion privilégié, c'est la gestion déléguée. Mais il y a d'autres modes de gestion des services publics communaux, les services publics urbains. C'est le mode des SDL, les sociétés de développement local. D'accord? Les SDL, Casa Aménagement, Casa Tram, c'est des sociétés de développement local qui sont créées selon bien sûr les dispositions de la loi. Vous aviez la charte communale de 2002 et même la loi de 2011, donc incite les communes à créer des sociétés de développement local, communal, ou même au niveau des régions, au niveau des préfectures et des provinces. Ces sociétés-là, ce qui les caractérise, c'est que c'est des sociétés qui permettent une intégration du secteur privé dans la gestion des services publics. Le plus important, c'est que c'est des sociétés anonymes. Ce ne sont pas des établissements publics, c'est des entreprises qui sont soumises au droit privé. Mais le capital doit être donc en grande partie un capital public. Toutefois, le secteur privé est appelé à intégrer l'activité, le financement des sociétés de développement local. Actuellement, Casablanca, donc le grand aménagement en matière d'infrastructure, est fait par Casa Aménagement, qui est une SDL, une société de développement local et qui a vraiment une importance très qui gère des projets très importants en matière d'aménagement, en matière d'infrastructure. Donc là, c'est un procédé aussi institutionnel qui permet l'intégration du secteur privé, mais selon les lois du marché, selon le droit privé et non pas le droit public. D'accord? Revenons aux contrats de gestion déléguée, qui sont
connus comme étant des contrats administratifs. D'accord? Le contrat de gestion déléguée, c'est un contrat administratif conclu entre la collectivité territoriale et l'entreprise privée. C'est quoi un contrat administratif? Il peut être, bien sûr, un contrat administratif peut être conclu entre deux personnes morales de droit public, entre par exemple une collectivité territoriale et un établissement public. C'est un contrat administratif. Mais en matière de gestion déléguée, on vise beaucoup plus le secteur privé que le secteur public. Oui, il impose des normes, c'est vrai. Oui. Très bien. Donc, c'est un contrat. On va revenir. Je ne vais pas trop m'attarder sur la question des contrats administratifs parce qu'il y a toute une, je crois, séance réservée aux contrats administratifs où là, on aura l'occasion de les définir, de les identifier, voir leurs caractéristiques, etc. Mais, généralement, un contrat administratif en matière de gestion déléguée, c'est un contrat conclu entre une personne privée et une collectivité territoriale dans l'objectif de gérer un service public. C'est ça, trop brièvement, la définition du contrat administratif. Donc, nous avons l'autre type de contrat administratif à côté des contrats de gestion déléguée. Nous avons la dernière génération de contrats de partenariat public-privé. Donc, c'est ce qu'on appelle les contrats de partenariat public-privé qui sont réglementés par la loi 86-12. Ils sont publiés au bulletin officiel en 2013. Et c'est des contrats de partenariat qui prennent une forme de coopération par laquelle l'État, les collectivités aussi publiques, les entreprises publiques, les établissements publics confient à des partenaires privés. Et là, la définition, elle est beaucoup plus large que celle offerte par la loi sur la gestion déléguée de 2006. Donc, à travers un contrat administratif de durée déterminée, et la durée, elle est au minimum de 5 ans, maximum 15 ans. Donc, vous voyez une durée un peu importante dans le temps, dénommé contrat de partenariat public-privé. Là, à travers ce contrat, on accorde à la personne privée la responsabilité de réaliser une mission globale, soit de conception, de financement, de tout ou en partie, de construction, de maintenance, ou bien même de l'exploitation d'un ouvrage ou une infrastructure nécessaire à la fourniture d'un service public. Donc là, ce contrat est devenu en des termes beaucoup plus généraux que ceux de la gestion déléguée, et ça concerne soit une gestion globale ou bien partielle du service public. L'essentiel que ce soit le contrat de gestion déléguée ou bien le contrat de partenariat public-privé, les deux contrats obligent le partenaire privé à se soumettre aux lois du service public. C'est pour cela qu'on les a collé ce caractère administratif pour préciser la nature de l'activité, parce que c'est une activité de service public. Donc, nous avons d'un côté une prestation qui doit être faite selon les normes de qualité, de bonne gouvernance, etc. Et de l'autre côté, nous avons les lois. Donc, l'obligation de respecter l'égalité des citoyens, l'égalité d'accès des citoyens au service, la continuité du service, ainsi que la qualité aussi du service public. Donc, on a encore du temps? D'accord. Donc, écoutez, c'est très bien que vous êtes fatigués. D'accord. Donc, on a déjà discuté la question de la spécificité territoriale du service public. Donc, je vous renvoie aux lois organiques. Donc, essayez seulement de réviser les dispositions qu'on a déjà vues au niveau du deuxième semestre concernant la gestion, concernant les services publics communaux. Et là, le plus important, c'est que, s'il vous plaît, juste une précision très importante concernant
la loi 113, 14, tout à l'heure j'ai fait peut-être une confusion, voilà, j'ai parlé de la loi 111, donc c'est pas grave. Donc c'est la loi sur l'organisation communale, d'accord? Donc la loi sur l'organisation communale a élargi le champ d'intervention des communes au niveau des services publics. Comme je vous ai dit, c'est que le nombre des services publics a augmenté, bien sûr, par rapport à l'extension des champs d'intervention des communes. Et là, nous avons des services publics nouveaux qui sont octroyés, où la collectivité peut décider à travers ses délibérations de les créer et peut décider aussi du choix de leur mode de gestion. Donc nous avons les aires de repos, nous avons l'entretien des parcs naturels, nous avons les foires, etc. Et là, la création et la gestion en partenariat avec le privé des marchés de gros, etc. La nouvelle disposition le plus important dans le cadre de la réforme de 2015, c'est que les dispositions de l'article 83 de la loi sur l'organisation communale qui stipule que le conseil communal est tenu d'opter pour le mode partenarial, c'est très important, le mode partenarial pour la gestion des services publics communaux, notamment ceux rajoutés à l'ancienne charte communale. C'est les services dont on a parlé tout à l'heure. Par exemple, pour la gestion des gares routières, la gestion des marchés de gros ou autres, là, vous voyez que le législateur fait référence à la contractualisation avec le secteur privé pour le choix de mode de gestion de ces services-là. Pourquoi selon vous? Parce que dans les dispositions des lois précédentes, la charte communale précédente, le législateur, il a parlé de choix, la liberté pour le conseil communal de choisir le mode de gestion, que ce soit en régie autonome, en gestion déléguée ou autre. Mais là, le législateur oriente, les décideurs communaux orientent l'action publique vers beaucoup plus de contractualisation, notamment dans la gestion de ces services publics. Ça justifie quoi? Ça justifie tout simplement, oui, d'abord, effectivement, c'est très important, alléger les charges, comme elle a dit, de l'État, mais autrement dit, pour plus d'intégration, plus d'implication du secteur privé dans des domaines très importants en matière de gestion des services publics. Pour la simple raison parce que la collectivité ne peut pas s'autogérer selon. C'est impossible, donc c'est irréversible. On ne peut plus faire recours en arrière dans la gestion des services publics marchands. C'est pour cela que la loi renvoie à 3 modes. Retenez bien ces 3 modes, s'il vous plaît. En matière de gestion, vous ne voulez pas écrire, d'accord. En matière de gestion des services publics communaux. Ah, vous avez l'enregistrement. Pour cela, vous avez quitté les stylos. D'accord. En matière de gestion des services publics communaux, la loi sur l'organisation communale incite donc, les collectivités territoriales à opter pour l'un des 3 modes suivants. Soit la gestion déléguée, qui est réglementée par la loi de 2006 sur la gestion déléguée, soit le recours au SDL, d'accord, les sociétés de développement local. Je tiens à souligner que même pour les régions, la loi renvoie à la création des SDR, les sociétés de développement régional, d'accord. Et c'est tout à fait nouveau par rapport à la réforme de la régionalisation avancée. Le 3e procédé, c'est la contractualisation avec le secteur privé selon les modalités de la loi sur le partenariat public-privé. Donc là, vous avez tout un ensemble de dispositions législatives qui permettent à la collectivité territoriale, à la collectivité publique d'opter pour une gestion privée des services publics. Vous trouverez dans les dispositions, dans le cours, des explications beaucoup plus détaillées de ces modalités, notamment la gestion déléguée, etc.
D'accord? Nous, on va laisser ça de côté parce que le temps ne permettra pas de s'étaler sur tous ces aspects-là. La séance prochaine, on va travailler sur l'expropriation pour utilité publique. Allez.